Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. La fête des Trois Rois Mages aujourd'hui, 6 janvier 2024, pour le vidéo Randia numéro 1. L'épiphanie, c'est la révélation tant recherchée. Nous avons un entretien avec Jimmy, interprète professionnel, et avec des extraits de la première conférence avec du public de Bernard de Montréal. Pour les abonnés du Club créé du mois de janvier, il y a un supplément à ce vidéo Randia numéro 1 dans la salle du mois de janvier du Club créé. Le divin enfant est apparu et est arrivé au monde le 25 décembre selon la tradition chrétienne et il retourne au ciel avec l'ascension après sa vie publique, sa passion, sa résurrection. Voici de quelle façon j'ai décidé de présenter sa descente sur terre. Avant d'être incarné dans un corps physique, était-il dans un corps éthérique? Ceux qui connaissent les aspects cachés du Nazaréen ne peuvent pas en parler. Attention, le Parce voici. que les aspects cachés du Nazaréen sont des aspects qui doivent demeurer cachés, et l'homme connaîtra ces aspects-là lorsqu'il aura contact avec l'éthérique. Il est venu au monde de la même manière qu'il retournera, encore éthérique, corps glorieux. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre première rencontre officielle de l'année 2024. C'est la première semaine complète de 2024. La semaine dernière, c'était le vidéo Randia 00. Alors, c'est parce qu'on était entre deux réalités, 2023-2024, à moitié dans la semaine, on a changé de date. Mais cette semaine, c'est vraiment important parce que c'est la première de l'année. Et la première de la diffusion de notre émission coïncide avec la fête des rois, comme vous l'avez vu dans le générique tantôt. Et vous avez marqué l'année 2024. C'est impressionnant de se rendre compte que le temps qui passe, de manière cyclique, les années tombent. C'est beau les heures, tu sais, quand on dit Cendrillon, il fallait 40 avant minuit. À minuit, au dernier coup de minuit, son chariot, son carrosse se transformait en citrouille. Ben oui, puis le conducteur du carrosse devenait une souris. Alors là, on vient de traverser le fameux minuit, fin février 2023. On n'en parlera plus, c'est un cauchemar du passé. Rien ne s'est produit, heureusement. Et j'ai un invité avec lequel j'ai confiance de parler en toute honnêteté, en toute liberté. Et vous allez le reconnaître sûrement, il nous a marqué dans les années passées, surtout dans la période maudite dans laquelle on a traversé tout le monde. Et on s'en souviendra de cette période difficile où il nous a apporté des informations qui ont été diffusées sur YouTube sans censure. Alors c'est très bon signe. Il est diplomate, il sait mesurer les informations qu'on donne. Alors je vous le présente pour un entretien. Bonjour Jimmy. Bonjour Richard, comment ça va? Ben, ça va très bien. Alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette première rencontre de l'année 2024. Et je peux te dire que tu es très, très patient parce que pour arriver à présenter l'émission en 2024, il fallait tout changer dans l'ordinateur, les coordonnées de 2023, qu'on répète à toutes les semaines, ça va bien, ça va vite, mais quand il faut faire une nouvelle présentation pour mettre l'année 2024 partout dans tous les dossiers et tout, pour que ça soit cohérent pour toute l'année qui vient, 52 semaines. Et la patience, je dois souligner aussi la patience de mes abonnés au Club créé. Je tiens vraiment à vous remercier, mesdames, messieurs, qui êtes abonnés au Club créé. Les mois d'octobre, novembre et décembre n'ont pas été au rendez-vous au moment prévu, mais ils le sont graduellement. Comme vous savez, le mois d'octobre, il manque qu'un vidéo qui est un 2 dans 1.
Et on se comprendra, c'est qu'ils m'ont pas donné assez de matériel pour faire 1 heure avec chacun. Donc, j'ai pris les demi-heures de chacun des deux, puis j'ai fait 1 heure avec. C'est pas encore finalisé, mais ça va l'être bientôt. Le mois de novembre est complété dernièrement, avec un mois consacré à Bernard de Montréal, qu'on entend intégralement dans un premier temps, plus 2 invités qui étaient intéressés à la démarche de Bernard de Montréal. Et pour le mois de décembre, bien, ce sont encore une fois Bernard de Montréal intégralement dans une conférence qu'il nous avait accordée en 1987. Ça va nous permettre de plonger dans un monde qui est bien particulier, puisqu'il nous parle du supramental. Alors, toi, Jimmy, bonjour. Bonjour à nouveau. Trêve de présentation, on fait la première de l'année, fait que on pouvait se permettre un petit peu cet écart. Bonne année en passant. Bonne année. Bonne année, Bonne bien sûr. et heureuse année 2024 également à tous les auditeurs d'ésotérisme expérimental depuis des années. Comme on remarque sur le poster de l'émission de cette semaine qui s'intitule Les Rois Mages, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes samedi le 6 janvier 2024 et le 6 janvier, c'est la fête officielle de la fête des rois. Alors, je ne sais pas si vous avez mangé la galette des rois. On fait une galette dans laquelle on met 2 objets sur lesquels on peut se casser les dents. Et il y en a un, c'est pour élire un roi et l'autre pour élire une reine. Ou alors, on fait 2 galettes. Une pour que les hommes la mangent, puis l'autre pour les femmes la mangent. Et à ce moment-là, quand ils arrivent sur l'objet qui est dans la galette, dans le gâteau, ben, ils deviennent le roi. On leur met une couronne sur la tête du gars, puis une couronne sur la tête de la femme, et on les traite avec tous les égards qu'ils méritent en tant que roi. Mais, aujourd'hui, on va traiter, nous autres aussi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais d'une façon bien particulière, parce que l'or, ça représente de la matière, des richesses matérielles. On se dit même que... Pardon? Pardon, excuse-moi de t'interrompre, parce que la fête des rois, c'est relié à la tradition des rois mages, c'est bien ça? Oui, effectivement, je ne l'avais pas mentionné encore. Alors, d'accord. Alors, les rois mages, j'en profite puisque tu le soulignes, il s'agit de rois sur le plan terrestre, donc de pouvoir temporel, et mages, magie, magicien, mais mages pour sages, ce sont des rois qui sont capables d'agir par le psychique, par le monde de l'esprit. Alors, ils sont branchés, eux autres aussi, sur le supramental dont parle Bernard de Montréal. Et ces rois mages, c'est un peu le prototype de celui qu'on appellera le grand monarque. Ce sera à la fois un roi pour des raisons temporelles et aussi branché sur des forces spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle, surtout chez les orthodoxes, on appelle la fête des rois l'épiphanie. Et sais-tu ce que c'est une épiphanie, Jimmy? Oui, ben justement, une épiphanie, je pense, c'est comme une révélation, c'est comme une prise de conscience. Exactement. Un moment spécial où on a compris quelque chose. Et ça s'accompagne habituellement d'une jouissance. C'est un état de béatitude, une vision, une compréhension, un éclair qui dure un certain temps dans notre esprit, qui nous illumine et qui nous entre dans une nouvelle réalité. Alors, ça nous permet d'avoir une révélation. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les orthodoxes fêtent la fête des rois mages comme plus importante que la naissance de Jésus le 25 décembre. Pour eux, c'est le moment de la révélation de la réalité christique de l'enfant Jésus dans la crèche. Mais, comme vous le voyez dans le portrait, ben, c'est un vrai portrait, là. Hein, on dit ça, un portrait. Dans les premiers temps de la photographie, on disait, on va prendre ton portrait. Aujourd'hui, on prend une vidéo, on prend une photo, mais un portrait, c'était ça. C'était faire le portrait de quelqu'un comme le roi de France, où on peignait sur une toile, puis on faisait un portrait. Ça pouvait être aussi un paysage, mais là, je l'ai mis exprès dans un cadre. Je l'ai laissé dans le cadre, cette toile qui est très belle, qui représente la scène de la présentation de Jésus au roi mage. D'abord, l'histoire qui est là, c'est un mythe, c'est un archétype dans l'information qui est transmise là. La crèche,
avec un bœuf et un âne. Le bœuf, ça représente la culture égyptienne, puisqu'ils vont s'enfuir en Égypte tout de suite après la présentation au roi mage. Ils ont été voir Hérode en passant, le roi qui était là, et ils ont dit, oui, mais on vient pas pour vous voir, pour vous rendre hommage, on s'en va voir le roi du monde. Il vient de naître. Et il a dit, ben, quand vous l'aurez vu, revenez me dire où est-ce que vous l'aurez trouvé. Et ils ont compris que c'est parce que lui était déjà jaloux de la situation. Ils n'ont pas pris le même chemin, puis lui, il était envahi d'une colère à trouver l'enfant Jésus pour l'éliminer. Parce qu'il avait compris que c'était une tradition très, très ancienne, que viendra un jour le grand monarque, viendra à ce moment-là, cette époque-là, le Messie. Alors là, tu parles de l'empereur romain qui, selon ce qu'on nous expliquait dans l'histoire dans la Bible, je pense Oui. que c'est dans l'Évangile, l'empereur romain qui a fait rechercher et tuer des enfants à la recherche du nouveau Messie qui était né. Oui, les saints innocents. Moi, j'ai fait un parallèle à un moment donné avec les vaccinations massives qu'on fait sur toute la planète Terre pour éviter de laisser celui qui sera le grand monarque. C'est dit. On en fait ce qu'on veut. Hein. Comme j'ai dit dans mon sermon à l'église de Saint-Hilaire, dans l'émission que j'ai faite, ben, j'ai dit, prenez-en et laissez-en. Prenez ce qui vous fait du bien et ce que vous n'aimez pas entendre, bouchez-vous les oreilles ou jetez ça à la poubelle. Mais la plupart des gens qui se disent, moi, j'ai entendu, j'en prends et j'en laisse. Mais ce que je laisse, je ne le mets pas à la poubelle. Je ne le brûle pas, je le mets sur une tablette. On va attendre. Quand le temps sera venu, on pourra juger si c'était intéressant, valable ou non. C'est une bonne formule, plutôt que de dire moi, je veux rien savoir. Je veux pas rien savoir de ça. Ben, c'est des données qu'on met de côté en attendant, en espérant peut-être un jour voir une corrélation ou une confirmation, exact. Mais sans le jeter aux oubliettes nécessairement. C'est ça. Alors, les saints innocents, ben, c'est ceux qui ont été tués massivement par une pourchasse à tous ceux qui pouvaient devenir le Messie ou le grand monarque maintenant. Maintenant, l'or, j'en ai parlé, c'est la présence des richesses matérielles. On sait que l'or est même un moyen de monnaie refuge. Ça demeure toujours un outil refuge de la monnaie, plutôt que d'avoir de l'argent, du platine, on sait bien, du cobalt. On peut avoir très, très, très poussé dans toutes sortes de domaines, mais l'or demeure fondamental comme monnaie refuge, mais pas de l'or de papier là, où on signe que vous avez, mais c'est un papier qui vaut à peu près pas plus qu'un papier de monnaie. Ça brûle. On nous dit qu'il y a 100 ans, avec une certaine quantité d'or, on pouvait acheter une maison. Avec la même quantité d'or, aujourd'hui, on peut encore acheter une maison équivalente. Autrement dit, l'or ne perd pas sa valeur. Oui, OK. Ben, OK, je comprends que l'or a pris de la valeur depuis 100 ans, mais en même temps, il faut que je reparte ma caméra là, qui vient de s'éteindre. Parler de l'or. Alors, l'or, oui, mais l'or a pris de la valeur depuis 100 ans, mais c'est que les objets aussi ont pris de la valeur. Alors, Jimmy, si je comprends bien, c'est que c'est équitable. Autrement dit, ils ont suivi, l'or a suivi, comment est-ce qu'on appelle ça, là, le coût de la vie. Oui, on peut dire ça. Quand ça monte, l'or monte. C'est ça. S'il y a l'inflation, l'or est ajusté en conséquence. Exactement. Bon, alors c'est pour ça qu'on dit que c'est une valeur refuge intéressante, valable. Ben oui, pourquoi pas. Alors, ça, c'est pour l'or. L'encens, ben, vous savez, l'expression, il s'est fait encenser. Encenser, ça veut dire glorifier, louer. Il est monté, tout le monde l'a applaudi. Il était reconnu comme super, extraordinaire. Au cours de l'année qui vient, 2024, il y a des chefs d'État qui vont être encensés. Ils vont avoir de l'encens. On va les encenser. On va dire, vous avez donc bien fait. La décision qui aura été prise a été la bonne. C'est pas intéressant de parler des événements qui vont arriver en précisant certains points, mais on comprendra que c'était une période difficile, comme l'accouchement.
c'est pénible pour la femme qui va accoucher. Il y en a qui réussissent à accoucher sans douleur, de manière naturelle. D'autres, c'est très, très, très pénible. Puis d'autres, ils sont obligés d'avoir d'autres méthodes d'accoucher. C'est sûr que les autorités qui vont prendre des décisions au cours de l'année vont être encensés. Ils ne seront pas insensés, ils vont être encensés. Mais ce seront des choses dures, mais qui sont bonnes. Et au bout de la ligne, on va se dire, c'était mieux. On s'en parlera l'an prochain. Vous comprendrez. On pourra échanger. Et de la myrrhe, sais-tu ce que c'est de la myrrhe, Jimmy? Et à quoi ça sert? Je n'en suis pas certain. Je pensais moi-même que la myrrhe, c'était comme une plante qui servait comme encens, mais c'est probablement pas ça. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et l'huile qu'on en tire, elle est pour les embaumeurs. Alors, quand on est arrivé à Jésus avec de l'or, pour la sécurité matérielle, l'encens, il va être loué. Et la myrrhe, c'est pour la période pénible de sa passion. Si vous êtes un passionné, vous allez souffrir. Vaut mieux être un enthousiaste qu'un passionné. L'enthousiasme, ça vient de entheos. Théos, Dieu, entheos, à l'intérieur de soi, Dieu en soi. Quand tu es un enthousiaste, tu es heureux, tu es joyeux, et tu as la même force intérieure qu'un passionné qui est prêt à tout, à souffrir, à passer à travers le feu. Il est passionné, c'est sa passion. Oui, mais il souffre un bout parce qu'il passe son temps à travailler là-dessus, ou il passe son temps à forcer pour que ça marche, ou des choses comme ça. C'est ça, une passion. Une passion, c'est pas ben le fun, c'est douloureux. La passion du Christ, on le sait. Bon. Mais la myrrhe, donc, c'est une espèce d'onguent d'huile qui sert à badigeonner les morts. Premièrement, ça sent bon, comme tu disais, Jimmy, c'est comme un parfum. Et aussi, ça retarde la putréfaction. Alors, ça peut permettre, et en mettant beaucoup, d'empêcher qu'ils pourrissent rapidement, puis que ça sente très mauvais. Alors, dans le temps, on exposait les cadavres assez longtemps. Et là, ben, pour l'année qui vient, la myrrhe pour toutes les victimes, la mort. Tout le monde meurt un jour, hein? Il faut mourir de quelque chose. En général, oui. Oui, moi, j'ai remarqué depuis à peu près 3 mois, seulement depuis l'automne, on remarque qu'à chaque fois que je sors avec Geneviève, on est à Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, dans un endroit qui est merveilleux. Vous l'avez vu sur les vidéos qu'on a fait dans le temps de Noël, le paysage est fabuleux à certaines occasions, c'est vraiment extraordinaire. Si vous vous souvenez de notre randonnée en automobile, à l'ouverture de l'émission, le jour de la décoration de l'arbre de Noël, le sapin de Noël, chez Joanne, vous vous souvenez? Regardez, c'est des belles scènes, c'est incroyable, c'était une journée magnifique, formidable, et c'est dans la réalité, c'est pas fait par ordinateur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, durant le temps qu'on a regardé au cours des vacances, on a rencontré des gens qui sont friands de jeux vidéo, puis on dit, écoute, ils peuvent pas faire mieux avec les ordinateurs, même, c'était parfait. Alors, on remarque à chaque fois qu'on sort en automobile pour aller au restaurant, pour aller faire des achats au centre d'achat ou des choses comme ça, à chaque fois, encore aujourd'hui, on entend une ambulance qui passe avec la sirène. Alors qu'à l'époque, que vous vous souvenez, on se demandait où est-ce qu'il était. On disait « Bring out your dead ». Ouais. Sortez vos morts. Il n'y en avait pas. Mais là, il y en a à toutes les fois qu'on sort. Ça veut dire que dans la journée, on sort à différentes heures. Donc, si on entend à chaque fois qu'on sort, ben, ça veut dire qu'à d'autres heures, quand on n'est pas sorti, il y en a eu aussi, probablement. Ils sortent pas l'ambulance parce qu'on sort. Mais il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. En Australie, les médecins ont signé une pétition pour arrêter ce que vous savez, considérant que le taux de mortalité est exagéré. Il y a une over-mortalité. Surmortalité. Une surmortalité. Oui, merci, Jimmy. Ben, j'ai une question étrange à te demander parce que je pense que je te l'avais déjà avoué que le français est actuellement la langue considérée par le phénomène extraterrestre comme la langue la meilleure sur Terre. Est-ce que toi, tu peux
comprendre pourquoi il dirait ça. Est-ce que c'est dans la précision des termes? Est-ce que c'est dans la facilité? Moi, je pense pas que la langue française est plus facile. L'anglais est plus fluide et facile, mais on pense que des fois, explique-nous, toi, si tu peux me dire en tant que spécialiste de la langue. J'ai pas la réponse très précise à la question, mais d'après ce que j'en comprends, c'est que le français peut être parfois plus précis que l'anglais. Voilà pourquoi le français, dans certains textes juridiques internationaux, dans le cas d'accords, ça va souvent être le français qui va être le texte de référence. Alors, pour revenir à nos rois mages, ils étaient trois, hein, comme Dieu en trois personnes. Ils étaient Melchior, Baal, la religion de Baal, Balthazar, et Gaspard, Gats. Ça, c'est le côté celtique. Et il y en a un qui était de race noire, c'est très bien connu. Et il y en a un autre qui était du Moyen-Orient, puis un autre qui était plus nordique. Et ces trois rois mages ont suivi une étoile. Je l'ai représenté par l'étoile qui est là, l'étoile des rois mages. On dira un peu comme à l'époque de Fatima, quand les 72 000 personnes qui étaient témoins le miracle de Fatima, le 13 octobre 1917. Quand le soleil est passé sous les nuages, on sait très bien que c'est pas un soleil qui passe en dessous des nuages, tout brûlerait, ça serait fini. Mais à l'horizon, ils ne voyaient pas un disque. À l'horizon, ils voyaient une galette qui était en tournoyant très, très, très vite. Alors, l'étoile des rois mages, c'était quelque chose de visible du haut, il était très haut dans le ciel, et ils ont suivi le déplacement de cette étoile qui s'est arrêtée, dit-on, dans la mythologie, dans l'histoire racontée, au-dessus de l'endroit où est né l'enfant Jésus à Bethléem. Bethléem, qui est une ville qui n'existait pas à l'époque, mais qui s'est appelée Bethléem parce que Beth, ça veut dire maison. C'est comme si, je veux dire, on l'a créé après, pour faire croire aux gens que c'était ça. C'est un mythe fondateur. On se sert d'une belle histoire, le petit chaperon rouge, pour enseigner aux enfants de se méfier de parler à des étrangers en cours de route, de prendre le chemin le plus court, le plus direct, puis de ne pas se fier à quelqu'un qui va te dire « Non, prends l'autre chemin, tu vas aller plus vite. » Ben oui, mais ta mère t'a dit que c'est ça le chemin qu'il faut suivre, puis tu t'en vas prendre un chemin qui finalement est plus long, qui permet au méchant loup de se rendre à la maison de la mère Grand, de la dérober et d'attendre que le petit chaperon rouge arrive là-bas pour la dérober à ce moment-là. Les contes permettent d'enseigner des choses essentielles. Bon, vous allez me dire, Richard Glenn, il ne croit plus du tout à Jésus-Christ, puis il ne croit plus à rien. Je sais que tous ces contes ont une valeur pédagogique, je dirais, essentielle. On est rendu à une époque, maintenant, où l'être humain sort de l'enfance pour rentrer dans une adolescence où il recherche la connaissance scientifique. Le Père Noël, les enfants qui sont sur la rue Sainte-Catherine sont très nombreux, mais c'est des petits bouts de chou. Je ne vois plus d'adolescents aller voir le Père Noël. Des fois parce qu'ils accompagnent des enfants dans la famille, puis tout ça. Mais il arrive un temps où la maturation nous amène à saisir autre chose. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des archétypes. Archétypes, des archétypes, ça a donné le mot archange, ça a donné le mot architecte. Alors là, vous venez de tout comprendre. Architecte, c'est celui qui crée les formes, qui fait des dessins, qui prépare le plan, qui va être appliqué après dans la 3D, dans la réalité matérielle. Alors, les archétypes, c'est le héros, le super-héros. Ça peut être le clown, le bouffon, le drôle, le taquin, celui qui fait toujours des mauvais plans. Ça peut être la douce vierge, la belle femme ou la belle fille qu'il faut aller sauver dans le donjon, le chevalier preux et vaillant qui va faire tout pour aller chercher sa dulcinée. Ah oui, ça c'est... comment il s'appelle avec les moulins à vent, là, Don Quichotte. C'est ça, elle s'appelait Dulcinée.
Mais on est donc dans un monde où là, vous allez entendre Bernard de Montréal en parler dans quelques instants, car j'ai définitivement l'intention de vous présenter du Bernard de Montréal presque à chaque émission qu'on va faire pour toute l'année 2024. Ce ne sera pas des conférences intégrales. Dans le club créé, je remettrai probablement la conférence intégrale d'où sera extraite le passage ou les passages que je vous présenterai ici dans le vidéo Randia. Mais je mets le doigt sur une réalité, je l'explique, on écoute Bernard, puis au retour, on essaie de saisir le sens du message de Bernard. Et ce qu'on va entendre maintenant, c'est ce qui a été enregistré en 1979. C'était vraiment dans les tout débuts. Et j'ai été surpris de retrouver cet enregistrement numérisé, parce qu'il y a d'autres sites qui diffusent des conférences de Bernard avec Richard Glenn, mais qui n'ont pas les vidéos, qui ont la partie audio, car les gens achetaient des cassettes à l'époque pour sortir les salles de conférences. Nous, on enregistrait le vidéo. Et les conférences, en général, sont toutes disponibles sur le site de notre ami Pierre Riopel, mais audio. De toute façon, on n'a pas besoin de voir Bernard, absolument. On l'entend. Puis quand on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, on sait ce qu'il a l'air, on sait comment il se tenait, comment il parlait. Mais vous allez remarquer qu'à cette conférence dont je vous montre un extrait, il n'est pas habillé de manière très, très chic. C'était dans les tout débuts. C'était précisément sa deuxième conférence en public, comme tu disais tantôt, Jimmy. Il faut dire qu'entre la première en noir et blanc, qui a été filmée sur la rive sud de Montréal, et celle-là qu'on va entendre maintenant, il est venu chez moi à la maison à quelques reprises. Dans une des occasions, on était un petit groupe de gens que j'avais choisi, alors que je demeurais encore à Brossard, dans les A, sur le croissant d'Anjou, à Brossard, dans le quartier A, Saint-Alphonse. Et il y avait là Marc Leduc, le président à l'époque de UFO Québec. UFO, ça le dit, il était intéressé par le domaine ufologique. Ensuite, un invité d'un physicien de l'armée canadienne qui était invité, mais il a été accompagné d'un certain monsieur Petrov Markovitch. Et lui avait la bague de Nikola Tesla au doigt. Pas une copie, pas un semblant. C'était vraiment la bague de Nikola Tesla. Alors, pour ceux qui savent, il est allé travailler dans un laboratoire à Winnipeg. Il était arrivé au Québec en passant. Il est venu faire un tour chez nous. Il a écouté Bernard de Montréal. Il a posé des questions de nature très scientifique. Et voyant les réponses, il est allé dans des domaines où il ne connaissait pas la réponse. Il y a eu des réponses qui l'ont énormément éclairé de la bouche de Bernard. C'est un bonhomme bien spécial, ce Bernard-là, vous savez. Quand tu sors des pièges de matière et que tu élèves ton regard, tu vois la réalité des choses. Tu ne juges plus en bien, en mal, en il faudrait que, ou je pense que, ça n'a rien à voir. C'est. Quand c'est. Alors, Jimmy, tu es en forme? On va écouter Bernard. Allons-y. De créer chez les gens la conscience qu'ils doivent d'abord être pratiques, être intellectuels, être rationnels, et que tout ce qui s'appelait ésotérisme était peut-être du rêve, de la rêverie. Et on verra plusieurs mouvements accentuer le pas dans ce sens-là. Alors Bernard, est-ce que je peux vous demander la question numéro 1? Qui est derrière le supramental? Alors, dans ce phénomène, il y a deux parties. Il y a l'ego ou il n'y a pas d'ego. L'ego qui fait un mouvement le fait toujours par réflexion sur lui-même. L'ego qui est en fusion avec le supramental
obéit à des lois de vibration qui sont des lois créatives et qui permettent au supramental de faire comprendre sur le plan matériel, sur le plan physique, les limitations de l'ego. Aujourd'hui, l'ego de l'homme, à cause de ses émotions, refuse le supramental. L'homme ne refuse pas le supramental par désir ou par négation, mais il le refuse par le fait même de sa constitution matérielle, vibratoire, énergétique. Lorsque le supramental, les intelligences créatives, entrent en contact avec un ego humain, la première chose qu'ils font, c'est de lui enlever les facultés naturelles qui se sont développées au cours des siècles et qui se sont transmises par le code génétique et aussi par le système d'acculturation. La faculté la plus importante qu'on lui enlève, c'est la faculté de la mémoire subjective. Ensuite, on lui fait comprendre que ce qu'on appelle sur notre plan ici the freedom of choice, le libre arbitre, est une illusion. L'ego, lui, pour être en sécurité à l'intérieur de sa propre réflexion, de ses propres mécanismes mentaux, émotionnels, a besoin de savoir, philosophiquement, que le libre arbitre existe. Sans ça, s'il n'a pas cette illusion, il se sent tyrannisé, il se sent mis au rencard des esclaves et éventuellement, il ne peut plus fonctionner et il se suicide. Sur le plan de la communication supramentale, ce phénomène de suicide est impossible. Mais le phénomène de réalisation de la relation totale, unitaire entre l'ego et cet autre niveau d'intelligence doit être totalement et absolument intégré dans la personnalité. C'est-à-dire que l'ego n'a plus de jeu d'espace psychologique pour discuter philosophiquement de la réalité du phénomène. La raison pour laquelle j'ai crié au début, c'était pour faire comprendre que dans l'ordre psychologique de l'ego, certains phénomènes sociaux, culturels, ne sont pas possibles. Parce que l'ego se dit automatiquement, ils vont me prendre pour un fou. Alors, si l'ego doit faire passer une idée en relation avec une vibration, il doit être totalement fusionné à ce niveau d'énergie qui s'explique éventuellement et qui permet aux gens qui entendent de comprendre certains aspects qui sont très abstraits concernant la relation entre l'ego et le supramental. L'homme est très jeune dans son évolution. Sur le plan physique, il est vieux, mais sur le plan cosmique, sur le plan de l'âme, sur le plan interplanétaire, il est très jeune parce qu'il n'a pas encore compris les lois de la réincarnation. Lorsqu'on dit que l'ego est une illusion, on ne dit pas que l'ego est une illusion. On dit que ce qui fait, ce qui construit l'ego, ce qui permet à l'ego de vivre une vie inconsciente est une illusion. Et lorsque le contact se fait avec le supramental, ces illusions-là sont détruites et à ce moment-là, l'ego est libre
de fonctionner en relation vibratoire avec ses forces sans perdre de sa créativité, au contraire, et sans perdre ce qu'il avait déjà. Les gens s'imaginent souvent que être en contact avec d'autres niveaux d'intelligence implique, si ces forces-là sont très grandes, une perte. Il n'y a pas de perte. Il y a une grande expansion du pouvoir créatif de l'ego et une grande réalisation à l'intérieur de lui-même des forces avec lesquelles il travaille et avec lesquelles il peut communiquer par télépathie. Ça, c'est le premier aspect. Qu'est-ce que le supramental? D'abord, le supramental, c'est un mot qui cache beaucoup de choses, comme tous les mots cachent beaucoup de choses. Tous les mots cachent beaucoup de choses. Il n'y a aucun mot dans le vocabulaire humain qui ne peut être détruit et transmuté, réorganisé afin de permettre éventuellement la structuration d'une nouvelle philosophie. Quand je dis que penser, c'est une perte d'énergie, je dis que penser, c'est une faculté mécanique, cérébrale, humaine, qui fait partie de l'évolution de l'homme, mais qui éventuellement sera totalement arrêtée si l'homme est pour connaître et si l'homme est pour travailler avec des intelligences qui sont d'une très grande simplicité, mais d'une puissance énorme. Les gens pensent parce qu'ils ont été habitués à penser. Les gens sont en communication avec des plans d'énergie qu'on appelle pour le moment le plan astral. Ils reçoivent des informations de ces plans où il y a des gens qui entrent en communication avec des intelligences extraterrestres. Si les gens pensent à ce qu'ils reçoivent dans des moments de leur vie très intenses, éventuellement il se produit chez eux soit une forme d'élitisme qui les mène à se renflouer sur eux-mêmes et à former des cercles fermés, ou s'ils vont à l'opposé, ils deviennent des évangélistes, ils veulent changer la façon de vivre, la façon de voir et changer la nature de la civilisation. Ce sont des illusions. Tous les hommes ont en eux un contact quelconque avec le supramental. Mais l'ego ne permet pas que ce contact se concrétise. Parce que l'ego vit constamment dans la crainte. Il vit dans la crainte de lui-même, il vit dans la crainte de ce qu'il entend, il vit dans la crainte de ce qu'il perçoit, il vit dans la crainte de ce qu'il savait, il vit dans la crainte de ce qu'il peut découvrir. La crainte, c'est la fondation même de l'ego. L'ego qui n'a pas de crainte n'est plus un ego humain, c'est un ego supramental. Alors, c'est du Bernard de Montréal. Hein? Qu'est-ce que tu retiens de cette première intervention de Bernard, Jimmy? Oui, d'abord, ce qui m'a surpris un peu, c'est que, comme c'est sa deuxième conférence en public, c'est quand même intéressant de voir que Bernard de Montréal, il parle de manière très assurée. Il semble pas hésiter, il semble vraiment... il parle un peu de manière... comme un professeur, il parle de manière très, très assurée, sans hésiter. Voilà, c'est ça que je voulais dire simplement. Ensuite, on dirait qu'il a déjà toute la connaissance, puis il est obligé de sélectionner les éléments qu'il va donner au public. Et c'était la deuxième conférence publique de Bernard de Montréal. La première étant celle en noir et blanc au câble. Mais là, c'était le premier contact avec du public. C'est ça qui est différent. Pour la première fois, il réalisait que la salle est comble. Tout était plein. Et les gens l'aiment. Les gens veulent l'entendre. Il y a peut-être des gens qui se sont reconnus dans la salle, là. Hey, ça remonte à il y a 45 ans. Hein? Peut-être que vous avez changé un peu. Il y a évidemment des gens déjà qui étaient d'âge mature, avancé. Et ils ont quitté notre monde actuellement. Alors, c'était au collège Monseigneur Parent. Alors, maintenant, dans le contenu, est-ce que tu aurais oui. des réflexions par rapport à ça? Alors, c'est ce qui m'a surpris un peu. D'ailleurs, moi, je suis un néophyte par rapport à Bernard de Montréal.
Je suis pas du tout un connaisseur. Alors, ce qui m'a intrigué dans ses paroles, c'est lorsqu'il a dit que la pensée, c'est une mécanique et qu'un jour, cette mécanique de la pensée sera arrêtée. Donc ça m'a surpris. Je trouve ça intéressant. Un point, un point qui peut mener assez loin. Oui, mais il faut préciser que la pensée dont il parle, c'est la pensée subjective qui vient du cerveau. Le fonctionnement de notre cerveau qui nous aide à sortir des mots, à sortir des idées, mais la pensée vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appellera plus tard avec Bernard le double, c'est-à-dire le proforma, ce qui est la source même de notre être. Notre être qui est dans la biologie, dans la viande, l'animal, le corps humain, c'est un être qui a un cerveau qui lui permet d'être capable de capter ce que l'être psychique dans l'éther est capable d'émettre. Et c'est l'autre qui sait tout. C'est l'autre qui pense à tout. C'est l'autre qui a une conscience. La conscience n'est pas dans le cerveau de l'être humain. Et elle est en dehors du corps. Et elle peut même voyager dans l'espace et dans le temps. Alors ça, c'est autre chose. Mais c'est de cette pensée-là qui est cérébrale. Puis on sait qu'on a des neurones semblables dans le cœur et des neurones semblables dans le ventre, les astrocytes. Et on dit qu'il y a une pensée, d'autres iront jusqu'à dire une conscience du cœur, qui est plus émotionnelle, emotion, qui donne le mouvement, qui donne l'enthousiasme, le cœur glorieux du Christ, c'est ça, le cœur qui devient lumineux, parce que dans le cœur, il y a justement la connexion avec l'émotion, emotion. Le cérébral, c'est une pensée, j'allais dire intuitive, parce qu'elle arrive, bon, je sais pas d'où ça vient, mais oui, mais tu l'as reçu le message et tu l'as compris, et c'est à toi de le canaliser pour l'exprimer. C'est de là les phénomènes de channeling, de canalisation. Les gens qui font du channeling, ils se branchent, puis ça passe par leur bouche, par leur être, ce qu'ils reçoivent. Et pour le ventre, ben ça c'est plus l'instinct, c'est les réactions automatiques, instinctives. Pourquoi tu as fait ça? Ben ça m'a dit que c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct de protection, c'est l'instinct. Il y a plusieurs types d'instincts. Les animaux vont retrouver par instinct où il y a de l'eau. Ils vont sentir le danger. C'est instinctif. C'est pas une pensée réfléchie, digérée par le cerveau. Le cerveau, quand on regarde bien notre cerveau, ça ressemble à un tube digestif. D'en haut, comme en bas, les tripes. Un tube digestif aussi. Oui, il y a des formes alambiquées. Le cerveau et les intestins, c'est comme vraiment comme des quelque chose qui est replié en soi et qui fait comme quelque chose de très sinueux, alambiqué. Oui. Justement, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça laisse entendre que le niveau actuel de la pensée humaine, c'est comme un niveau de pensée inférieur et qu'on peut développer une pensée supérieure qui peut atteindre le niveau supramental. Oui. La pensée qu'on a, nous, c'est une pensée réfléchie. On réfléchit comme la Lune réfléchit la lumière du Soleil. Quand on va être branché sur la source, le Soleil, on aura une pensée directe. On n'appellera plus ça nécessairement une pensée, mais ça va être une instantanéité. Tu sais, quand on dit « y a-tu pensé ?» on est habitué à dire des choses qui montrent qu'il y a un retard, il y a une interface qui prolonge le phénomène, alors que quand c'est instantané comme une intuition, tu n'y as pas pensé, mais tu as eu l'intuition. Qu'est-ce qui... Des fois, des gens vont dire, ça m'a dit ça. Ah, OK. Autre chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que Bernard de Montréal a dit que tous les êtres humains sont en contact avec le supramental d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui empêche le contact véritable avec le supramental, c'est l'ego. Et l'ego qui est dans l'ego humain ordinaire est dans la peur. Et que si on a un ego qui est sans peur, là, on est au-delà de l'état humain ordinaire pour atteindre le niveau supramental. Alors, il faut faire attention quand on dit le mot ego. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans cette entrevue-là qu'il a dit que c'est pas l'ego des psychologues, parce que l'ego, c'est le « je suis ». Bon. Mais le « je suis », dans un ego
inférieur, inférieur, il est dans l'esprit d'un animal qui veut se protéger, qui veut éviter le danger, qui veut... Alors la peur, il y a des égos qui se nourrissent de peur. On l'a vu avec la pandémie, avec les conspirationnistes, avec les conspirateurs, avec les gens qui recherchent, même de manière frénétique, tu sais, le tigre. Ils sont portés à aller le voir la nuit, ils entendent qu'il maraude, ben ils vont aller s'installer à une place pour essayer de voir s'ils peuvent pas voir le tigre passer. C'est peut-être pas une bonne idée là, de courir après le danger juste pour pouvoir frénétiquement le cerner. Tu sais qu'il y en a un, tiens-toi loin. Évite les conditions de danger et finalement, ça va t'amener à un état de bien-être pareil, tout en étant prévoyant. Mais tu ne te mets pas dans le trouble pour rien, inutilement. Et il y a de l'ego à tous les niveaux dans le « je suis ». Le « je suis », c'est presque les lettres de Jésus. Alors, c'est que quand il est dans l'ego inférieur, il va être porté à, j'allais dire égoïstement, hein, le mot égo, égoïstement, égocentriquement, orgueil, c'est ça. Alors que quand il passe à l'autre niveau, c'est plus un « je suis » centre du monde. C'est « je suis » en démarche, en évolution, en pénétration des autres niveaux de réalité, et c'est ce qui va le mettre en contact avec des êtres spirituels, psychiques, des intelligences, comme dirait Bernard, à un autre niveau. Et alors là, ça ressemble beaucoup à la tradition chrétienne qui parle des 9 cœurs des anges. On a l'arbre des séphirotes en arrière de moi, là, précisément. Bon, mais ça représente les 9 niveaux. Il y en a 10. Le premier en bas, c'est la Terre. C'est nous autres. C'est ceux qui pourraient atteindre le niveau de sainteté. Alors, ceux qui sont dans l'état de sainteté sont au niveau angélique Terre. Mais pour être en contact avec notre premier niveau, c'est notre ange gardien. Alors, c'est ceux-là qui conseillent la voix de ta conscience. L'ange gardien, c'est un être indépendant de toi qui communique avec toi pour t'inspirer, pour te donner des idées, pour te recommander, pour te conseiller, même pour te gronder, pour te dire arrête de faire ça ou de pense pas comme ça, etc. Mais à partir du moment où l'ego a transcendé le côté égoïste, égocentrique, ça va devenir un ego qui n'aura pas d'ego, à la manière des psychologues, des Freud, etc. On va passer à un autre niveau, on va être en rapport avec deuxième niveau d'ange, après les terres, anges, les archanges. Et les archanges, c'est exactement ce dont je parlais au début, avec les archétypes, les architectes, ceux qui créent les formes. Et Bernard vient de le dire, je pense, ce sont ceux qui sont en relation avec la création des galaxies, des planètes, c'est ça. Oui, parce que le niveau des anges gardiens, c'est un niveau, on va dire, oui, c'est des anges, mais c'est un niveau qui est quand même tout près de la nature humaine. C'est bien ça? Exactement. Et même, on ira jusqu'à dire que le niveau angélique, premier niveau, ça atteint le niveau des extraterrestres. D'ailleurs, quand vous vous souvenez du film Rencontre du troisième type, les 12 qui ont été choisis pour partir avec M. Neri, ils sont devant un prêtre qui fait une bénédiction à tous les 12, habillés en rouge, là. Et en rang, derrière lui, il y a comme un autel ou des tablettes où il y a une croix chrétienne, un croissant musulman et une étoile de David en sculpture. Et ça représente bien le message. Et il dit dans ses mots, hein, il dit que les anges du Seigneur vous conduisent sur une terre nouvelle, etc. Exactement les textes de la Bible, mais qu'on retrouve ici dans le Coran et dans la Torah. Alors, ce sont des anges qui ont un niveau, un potentiel angélique au même titre que l'être humain. Au même titre que l'être humain. C'est pour ça que je vous dis, quand un être humain meurt, s'il meurt dans un état de sanctification, on va nous autres le considérer comme un saint, mais lui, il va être accepté au niveau des cieux. Il y a 7 niveaux des cieux. Quand on dit au 7e ciel, c'est le dernier niveau. D'ailleurs, si vous remarquez ici, là, la position des petites boules, là, ça fait 7 niveaux en partant de la Terre en bas.
Et c'est ça qui fait que les êtres humains sont en rapport avec des anges. Ils peuvent être en rapport avec des extraterrestres qui ont... Souvent, on peut même les confondre. On sait que le phénomène extraterrestre est relié à des phénomènes religieux. En fait, d'une façon ou d'une autre, plusieurs font un lien entre les deux. Oui, puis il a montré que quand quelqu'un utilise la connexion avec ces niveaux-là, il va en faire une religion, il va devenir celui qui veut sauver le monde, qui veut dire qu'il y a un message, qu'il faut absolument le transmettre. Il se croit même des fois le seul à être en contact avec ces êtres-là parce que il est dans l'ego. Il est dans l'ego, ego trip, égocentrique, etc. Alors que quand il monte au niveau des archanges, oh là, tu rentres dans une science. Et c'est celle-là dont parle Bernard de Montréal quand il parle du supramental, la 6e race, les êtres humains qui vont passer de la 5e race. Je suis au niveau de contact avec des anges. Les animaux n'ont pas de contact avec des anges. Il y a d'autres choses à expliquer dans ce niveau-là, mais quand même, c'est là que la notion d'archétype est très, très, très importante. Parce que les archétypes, c'est la figuration, la préfiguration du monde angélique. On va les appeler des anges, les autres vont les appeler des dévas, les autres vont les appeler des gnomes, des farfadets, des léprechauns, des extraterrestres, des intraterrestres. Ça c'est toute une faune d'êtres qui ont de la grande intelligence, mais à un niveau quand même limité. Et même les archanges, il en a parlé, sont limités, ils sont illimités dans l'espace. Et pas dans le temps. C'est ça. Mais limité dans le temps. Parce que quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est pas encore le temps, c'est pas encore le temps. Puis quand c'est plus le temps, c'est plus le temps. Le supramental, c'est un terme générique, général, qui permet aux gens d'atteindre un plus haut niveau de philosophie. Si on va plus loin, le supramental, c'est l'agissement instantané dans le cosmos d'intelligences qui n'ont aucune relation avec les lois d'incarnation, qui n'ont aucune relation avec les forces de réincarnation et qui suivent l'homme dans son évolution depuis des milliers d'années, jusqu'au moment où ils peuvent contacter cet individu sans que cet individu se fracture physiquement ou psychiquement. Les forces supramentales, les intelligences supramentales sont des intelligences universelles qui sont responsables pour la création des systèmes solaires, des galaxies. Ce sont des intelligences qui sont totalement indépendantes de l'espace, bien qu'elles soient dépendantes du temps. Ce sont des intelligences qui ne prennent d'ordre de personne parce qu'elles sont elles-mêmes le point de mire de l'évolution. Ce sont des intelligences qui connaissent l'homme à perfection. Et lorsque l'homme est capable de répondre à ces intelligences, même si c'est à un petit niveau, ces intelligences lui donneront éventuellement une plus haute vibration pour l'amener à comprendre sa vie. La vie dans le chaos d'aujourd'hui, c'est terrible. On peut se bâtir des châteaux en Espagne, on peut avoir une automobile, une télévision, une maison, mais après quoi? Les illusions des riches sont aussi probantes que les illusions des pauvres. Mais dans l'homme, le centre intuitif, pour les gens en général, c'est un centre qui doit être développé. Et le but des conférences, c'est d'amener les gens à comprendre les principes qui vous permettent de développer ce centre d'intuition. Mais
Rien n'est donné facilement. Et bon, ça nous donne déjà des bonnes pistes, parce que l'idée de parler des archétypes, est-ce que tu avais d'autres remarques à faire sur ce que Bernard vient de nous dire? Vas-y. Ben peut-être juste suite à ce que tu as dit, justement, que le niveau des archanges, c'est des archétypes, des architectes, donc des créateurs de la forme. Et quand tu disais qu'on s'approche de ce niveau-là, nous, les êtres humains, justement, quand on parle de la génétique, l'ADN, c'est justement un plan. C'est comme, parce qu'un architecte fait un plan. Donc, l'ADN, c'est comme justement le plan du corps humain, on va dire. Et quand nous, on commence à les jouer en tant qu'être humain dans le code génétique, c'est qu'on commence à jouer dans le plan de l'être humain. Donc, oui, alors là, je comprends ce que tu dis, qu'on est en train de s'approcher du niveau, à ce niveau-là, des archanges, qui sont les architectes. Exact. Oui. C'est comme ça que l'Église a enseigné des choses pendant des centaines d'années. Je ne peux pas dire des milliers d'années, parce que si on se réfère à des textes encore plus anciens que les évangiles, donc il y a 2000 ans à peu près les évangiles, même pas. Et avant, il y avait la Torah, l'Ancien Testament. Le Coran est beaucoup plus jeune, lui, encore que les évangiles. Le Coran, c'est 600 ans. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire avec Mahomet. Mais il faut reculer dans l'Ancien Testament, puis on pourrait parler des Upanishads, puis du Mahabharata des Indes, puis toutes ces hiérarchies spirituelles, c'était connu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait l'Ecclésiaste, un des livres de l'Ancien Testament. Je pense que les niveaux des anges dans la tradition chrétienne, je crois que ça vient de Denis l'Aréopagite. Entre autres, oui, en effet, c'est sûr. Et Thomas d'Aquin est allé pousser, lui, sur la description des anges, le nombre de plumes qu'ils ont, le nombre d'ailes qu'ils ont. C'est spécial. Alors, Gilles, surprenant, s'il veut oui, bien, Gilles pourra peut-être nous mettre de l'information sur ça. Oui, Gilles Surprenant va tout faire pour compléter tout ce qu'on dit. D'ailleurs, on parlait de la visite des rois mages. Il va donner l'explication sur plein de symboles. Mais j'insiste pour rappeler que les rois mages ont suivi une étoile. Et ça, c'est pas dans la matière terrestre. Ça, c'est dans le plan éthérique, où il y a une source de lumière en pleine nuit, dans les nuits les plus longues, comme on pourrait raconter là, dans l'histoire. Et quand on parle des archétypes, les psychiatres, tu sais, quand tu vas te faire une psychanalyse, puis tout ça, couche-toi, là, puis là, ferme tes yeux, détends-toi, et puis même des fois, ils peuvent utiliser certains produits pour t'aider jusqu'au sérum de vérité, si c'est nécessaire, mais pour que les gens disent des choses sur le divan. Et qu'est-ce qu'ils vont amener à te dire, te faire dire des choses sur d'où viendrait ta peur des chats. D'où viendrait ta peur de l'eau? Essayer de régler des problèmes intérieurs, profonds, ancrés dans la personne. Et le psychiatre va aller au fond des choses. Et les archétypes, aussi bien que ce soit Jung que Freud, il en parlait continuellement des fameux archétypes qu'on peut retrouver même dans les rêves. Et ça, on sait que c'est les yopis. Première chose à faire le matin, c'était de raconter ses rêves pour s'en libérer. Et en répétant ces rêves à chaque matin aux gens qui nous entourent, ce que tu as rêvé cette nuit, tu te libères d'une tension. Des fois, des rêves qui peuvent être même agréables, aussi bien que désagréables. Ça amène des tensions et c'est aussi bien de le partager et rien que de le dire déjà, comme disait Bernard, la parole, les mots, c'est de l'énergie et c'est très précieux de pouvoir. Et il y a aussi des gens autour de nous qui peuvent capter des choses en se disant « ça fait bien des fois que tu rêves à ça. Je pense qu'il y a quelque chose, ou bien non, que tu n'as pas réglé dans ta vie, ou bien non, qui s'en vient. » Parce qu'on est libre du temps. On est prisonnier de l'espace, mais on est libre du temps quand on est de l'autre côté. À ce moment-là, on fait des rêves prémonitoires qui nous préparent à... Puis moi, j'en ai vécu toute ma vie des expériences incroyables, des affaires même scientifiques avec des renoms pour dire c'est ça qui s'en vient. Je ne veux pas revenir encore sur le 24 février 2023. C'était un point tournant dans l'humanité. On l'a échappé belle
profitons de ce temps de répit, de ce temps d'exorcisme. J'appellerais ça comme ça. Mais quand tu vis pendant toute ta vie en sachant que fin février 2023, ça va changer, mais ça va bousculer bien des choses. Et pour y arriver, il y a eu des malins qui ont tenté un grand coup de théâtre pour pouvoir nous forcer. Et ça va changer pareil. Mais on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. On va la déraciner, on va la tuer. Et heureusement, il y a des humains qui ont gardé le contrôle et qui ont pu aider à ce qu'il y ait une prise de conscience qui soit faite. Et c'est ça que Bernard disait. Le début du 21e siècle sera un combat à la finale. Où on s'en sort, où on devient esclave pour encore très longtemps avant que les maîtres s'épuisent et que les esclaves reprennent pas du poids de la bête, de la plume de l'ange. Ça, c'est Dixit, Gilles Surprenant, justement, qui a trouvé cette expression-là. Mais rien n'est donné facilement. Ceux qui s'imaginent qu'ils vont se lancer dans l'ésotérisme pour atteindre éventuellement un Shangri-La sont dans une illusion. Je vais vous dire pourquoi. Dans les temps qui viendront, il y aura sur notre planète une séparation définitive de certaines âmes. Il y a des âmes qui retardent l'évolution de la planète et qui devront évoluer sur d'autres plans. Les âmes qui demeureront ici et les âmes qui seront affiliées au cercle des immortels sont des âmes qui connaîtront la réalité des intelligences supramentales. Mais avant de connaître la réalité des intelligences supramentales, l'ego doit être mis de côté. Et quand je parle de l'ego, je ne parle pas de l'ego de Freud ou de l'ego de Jung. Je ne parle pas de l'ego des psychologues. Les psychologues ne savent pas ce qu'est un ego. Ils connaissent le concept de l'ego, mais ils ne savent pas ce qu'est l'ego. Parce qu'un homme qui sait ce qu'est de l'ego est automatiquement amené à une révolte totale contre cette structure psychique qui lui empêche de voir clairement où il va dans la vie. On aime l'ego, on sympathise avec lui, on se lie avec lui de toute sorte de façon, et on finit avec une civilisation telle que nous avons aujourd'hui. Et les lois mécaniques de l'ego sont tellement puissantes que personne ne peut empêcher la dégénération continue de notre civilisation. Les idéologues, ceux qui prêchent des temples, ceux qui prêchent des idées et qui ne connaissent pas les lois mécaniques de l'ego, réaliseront éventuellement que la perte de vitesse de notre civilisation est inéluctable. Bernard de Montréal, qui était à sa première conférence avec du public, à la polyvalente Monseigneur Parent de Saint-Hubert, en 1979. Alors, pour des gens qui n'étaient peut-être pas habitués d'entendre Bernard de Montréal, vous savez, depuis le 20e anniversaire de la mort de Bernard de Montréal en octobre 2003, depuis octobre 2023, j'ai décidé de reparler de Bernard et de l'entendre, Bernard de Montréal, et de le voir en vidéo à chaque émission du Vidéorandia. Des fois, ça sera une intervention courte, d'autres fois, ça sera comme aujourd'hui avec un bon invité, qui est un bon invité pour faire un entretien ensemble. Hein. C'était pas Jimmy que j'aurais dû laisser parler tout le temps. Tu es d'accord avec moi, hein, Jimmy? Oui, en fait, c'est qu'on veut susciter la discussion.
Et tu m'aides à rester sur la piste qu'on a préparée ensemble avant de faire l'enregistrement. C'est important. Alors là, on va écouter Bernard encore une dernière fois. Non, c'est-à-dire, on vient d'entendre le Bernard une dernière fois dans l'émission d'aujourd'hui, où il nous prévient qu'il n'y aura qu'une catégorie d'êtres humains qui vont demeurer sur la Terre pour la suite des choses de l'humanité. Et les autres iront sur des planètes rétrogrades. Là, il y aura des mystères qui seront dévoilés. Ah, tiens, si vous regardez derrière moi, vous voyez au loin l'écran qui est là-bas, et il est bien écrit Vidéo Randia, hein, vous le voyez. Alors que derrière moi, ici, sur l'écran, ça a changé. Il est marqué maintenant le club créé, numéro 1. Donc, on va entendre l'intégrale de la conférence qu'on vient d'écouter par petits bouts de Bernard de Montréal. Ça va vous intéresser au plus haut point d'entendre ce qu'il a à dire, surtout dans les débuts de son enseignement, puisque c'était la deuxième conférence avec du public. Alors donc, ça te convient tout ça, Jimmy? Oui, moi ça me convient parfaitement. Ensemble, tu vas être avec moi pour me piloter et puis on fait un entretien avec toi pour le club créé pour le mois de janvier. D'accord, alors on fera la suite. Oui, on fera la suite. Toi chez toi, moi chez moi, puis ça va être comme on fait maintenant, c'est excellent. Ça va être de manière détendue et informelle. Ben oui. D'autant plus qu'on est capable de se téléporter. Oui, c'est à peu près incroyable. Hein? Magie. Regardez bien ce que je vais faire. Puis ça, de l'Internet. Mon ami Jimmy, il ne me voit pas venir. Ça ne peut pas être mieux dit que de dire il ne me voit pas venir. Roulement de tambour. Bonjour Jimmy. Bonjour Richard, comment ça va? Ça va bien. Ah ben voilà. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Vous remarquez, c'est ça. On est arrivés ensemble. Eh ben, t'es pas loin, hein, pour un gars qui est à Québec. Grâce à la magie des ondes et de l'Internet. Oui. Et grâce à des petits futés. Mais on n'a jamais dit que tu étais à Québec dans l'émission. On a simplement dit que tu vis à Québec. Voilà. Mais là, pour le club créé, on va se faire un rendez-vous par Zoom. Pour la suite. Et toi, tu seras vraiment à Québec. Voilà. Tu vas retourner chez vous. Ah oui. Y a-tu beaucoup de neige à Québec? Il y en a eu à Noël, il y en avait pas. Je pense qu'il y en a neigé quelques jours après. Okay. Mais c'était vraiment une période où il y a vraiment très peu de neige. Puis là, comme tu es à Mont-Saint-Hilaire, il y en a déjà plus parce que la nuit dernière, il y a neigé. Un petit peu, ouais. J'ai rencontré des touristes français qui étaient complètement découragés parce que eux, ils voulaient venir au Québec avec la neige et il n'y avait pas de neige. Ah, ben oui. C'est comme ça. Il y avait qu'à aller à des pentes de ski dans le nord, il y en aurait vu de la neige parce qu'on en a fabriqué beaucoup. Oui, mais moins qu'avant, moins que les autres années. Oui, en fait, ben oui. Ben écoutez, ça va être un rendez-vous la semaine prochaine. Comme on disait, avec le club créé, on va avoir Jimmy encore cette semaine. Je vais essayer de rattraper d'abord pour les abonnés au club créé. Comme je disais, je vous remercie de votre patience. Il y a peut-être des rabonnements à faire bientôt. On est en janvier. Merci beaucoup d'être patient et d'avoir compris que déménager, faire des émissions, l'émission de Noël, ça m'a pris 5 jours à monter au complet quand on a fait la décoration de l'arbre de Noël. Et on a remarqué que Bernard de Montréal a parlé dans l'église de Mont-Saint-Hilaire, alors qu'il ne voulait même pas mettre les pieds dans l'église lors de mon mariage avec Nicole à Saint-Sauveur. Ah non, il ne voulait pas mettre les pieds dans une église catholique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'arrivée de l'enfant Jésus dans la crèche. Comment je l'ai présenté dans cette émission-là? J'ai pas remarqué. Non. Ben, je vais te dire, ça se passe à une fraction de seconde au moment où j'ai le gros plan sur la crèche dans l'église et on voit, oui, qui arrive d'en haut, dans un corps éthérique, à peine visible, le petit poupon, le petit bébé qui s'en va dans la crèche, dans le petit lit, là, le petit berceau qui est là. Il descend, il s'en va dans le petit berceau. J'aurais peut-être dû le faire aller dans le ventre de sa mère, mais il était déjà en gestation depuis 9 mois.
Fait que ce que je voulais représenter, c'est que le Jésus descend dans la matière de son corps éthérique. Parfait, puisque sa mère était déjà parfaite, était immaculée dans sa conception à elle. On ne fait pas une expérience de laboratoire dans une éprouvette qui n'est pas parfaitement propre, parfaitement aseptisée. Et à la fin de sa vie, là, il descendait, et à la fin de sa vie, avec son corps glorieux, il est remonté au ciel. Fait que pour la nativité, moi, j'ai inventé un rituel ou un conte ou un archétype. L'être éthérique qui descend dans la matière, qui va se concrétiser dans le bébé dont elle va donner naissance, un corps biologique à peu près parfait, et dans l'éthérique, il apparaît dans ce corps-là, il vit l'âme, le nimous, vit, alors qu'il vit au crochet de sa mère biologique, et du moment où on coupe le cordon, c'est l'autre qui prend vie. Et sa vie, elle devient séparée de la mère. Et là, ben, c'est le corps éthérique qui agit et qui va vivre jusqu'au départ. Et le départ du Christ, tout le monde le sait, ça a été l'ascension. Il remonte en haut. Ben, c'était ça, il fallait le voir. Je suis pas sûr que tout le monde l'a remarqué. C'était tellement cool, tu sais, c'est ça. Pendant que Bernard parle, il dit, les gens qui auront la vue dans les terres, dans l'éthérique, vous verrez des choses que les autres ne voient pas. Et comme il vient de dire, ben, il y aura des séparations dans le monde de ceux qui sont connectés et puis ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont la vision de... Voilà. Ça fait bien des choses qu'on a dit aujourd'hui. J'espère que ça ne fait pas peur à tout le monde, là, mais c'est de l'enseignement qui deviendra de plus en plus utile, vous verrez. Si vous avez écouté l'émission avec Pierre Paris, qui a suivi Bernard de Montréal très très longtemps dans sa vie, il était très proche, et puis il a été capable de passer à travers toutes sortes d'événements, dont une crise cardiaque qu'il a évitée à l'improviste, parce qu'il y a eu le contact. Il a appelé l'ambulance, ils sont venus le chercher, et il y a eu sa crise cardiaque dans le portique de l'hôpital. Wow. Oui, vraiment, ils disent, si tu avais été chez vous tout seul, tu n'aurais pas pu nous appeler, tu serais mort. Étonnant, mais c'est ça. Lui, là, il panique jamais devant rien. C'est comme ça. Fait que, maintenant, ben, je vous souhaite une très belle année 2024. C'est une année, moi je l'appelle une année de grâce. Et les rois mages, c'est un préambule à bien comprendre les archétypes de l'année 2024. Merci Richard, merci à tout le monde. Ben merci. Oui. Bonne année encore. Oui. Santé. Mais quand je dis santé, c'est santé biologique, physique et psychique et spirituelle. Il y a l'Église, il y a des ordres qui existent, des ordres qui sont même très nécessaires aujourd'hui parce que le monde est en chaos. Et il y a nos parents, les gens qui sont de caractère religieux, qui vont à l'église, tout ça. Ce n'est pas nécessaire de bouleverser ces personnes-là avec des connaissances qui sont à moitié claires. Ceux qui connaissent les aspects cachés du Nazaréen ne peuvent pas en parler. Parce que les aspects cachés du Nazaréen sont des aspects qui doivent demeurer cachés, et l'homme connaîtra ces aspects-là lorsqu'il aura contact avec l'éternel.